changer la vie ou le regard porté sur la vie? Lorsque nous parlons du regard, nous mélangeons souvent l'œil qui voit, qui est le fondement nécessaire à toute perception, avec le mental qui pense, qui est une réaction secondaire à la perception. La première étape de la perception peut s'appeler perception pure. Elle est en effet libre du mental pensant. Elle est réceptivité. L'information est perçue à partir de la conscience qui perçoit. Il y a conscience de la perception. Que cette dernière concerne la sensation, l'émotion ou la pensée ne change rien au support de la perception qui est la conscience elle-même. C'est la conscience qui est regard. La conscience voit sans juger ni interpréter. À ce stade, la perception est vécue de manière impersonnelle. Elle est similaire à ce qui peut être perçu par l'objectif d'une caméra qui capte tout, sans interpréter. La seconde étape est de nature mentale. Elle fait appel à la mémoire. C'est à partir de cette dernière que la perception est nommée, interprétée et commentée. Ce mouvement mental se surimpose à la perception première. Les deux semblent ne faire qu'un. On croit percevoir sans s'être rendu compte qu'on a déjà glissé dans l'interprétation. L'interprétation est conditionnée par le contenu de la mémoire. Ce dernier englobe les conditionnements issus de l'éducation, du génome et de la lignée. Il n'est donc pas libre, mais conditionné. Habiter la perception pure, sans glisser dans l'interprétation, est méditation. L'observation est alors silencieuse. C'est par son silence qu'elle est intelligence, ayant la capacité de contenir la situation dans son ensemble et non dans sa seule fraction. Notre désir de changer le monde est rattaché à la manière dont notre mental l'interprète. Sans une telle interprétation, il y a vision sans désir. Le monde est alors vu tel qu'il est, sans que ne lui soit surimposé un idéal qui ne lui appartient pas. Vouloir changer le monde est donc l'expression d'un désir. Et tout désir est conditionné par la manière dont le mental imagine ce que les choses devraient être, créant la croyance en un idéal. Lorsque le monde est vu, à partir de la conscience silencieuse, il n'est ni jugé, ni interprété. L'imagination est alors au repos. Il n'y a pas besoin d'imaginer ce qui est, puisque ce qui est ce qui est. Ce qui est n'est pas ce qui est imaginé. Ce qui est n'est que ce qui est. Dans cette unité à l'instant tel qu'il est, il n'est point de séparation, de distance. Il y a unité, présence, conscience. Et cette unité, présence, conscience, est joie. Il ne s'agit pas d'une joie conditionnée par la situation, mais d'une joie inconditionnée, libre de la situation, une joie qui se réfère à l'être et non au faire. Derrière le désir de changement se cache un désir de fuite et donc un refus. Tant que le refus n'est pas démasqué, le changement apparent ne concerne que le décor, mais non le mouvement égotique qui est à l'origine de la souffrance.
lorsque ce mouvement égotique est vu, le besoin de changer de décor nous quitte, car il est clair que le refus ne nous quitterait pas pour autant. Le refus est le reflet de la croyance que l'instant n'est pas bien tel qu'il est, et que ce serait mieux s'il était différent. Cette croyance est remise en cause lorsqu'elle est vue comme étant erronée. Elle confond en effet l'instant qui ne peut être pensé, mais seulement habité, avec la représentation mentale de l'instant qui est une mémoire limitée et conditionnée. Lorsque cet instant n'est pas comparé à un autre, la souffrance disparaît, ainsi que l'idée du choix. La comparaison est souffrance. Elle fait appel à la mémoire. Elle évite la dissolution de l'ego, et donc du mental, qui se produit dans l'unité à l'instant tel qu'il est. Le contenu de la conscience est mouvement. Vouloir changer le mouvant est un non-sens, puisque le changement est sa nature. Le contenant est la conscience elle-même, parfaite immuabilité. La surimposition d'un contenu mouvant et d'un contenant immuable fait chercher l'immuable dans le mouvement. C'est une quête perdue d'avance. L'immuable est le témoin du mouvement. Le témoin du mouvement est en dehors du mouvement. Il en est de même avec le ciel, qui contient le mouvement des nuages, sans être affecté par lui. Lorsque ces deux aspects de la conscience, l'immuable et le mouvant, sont reconnus, la confusion est levée. L'immuable n'est plus cherché dans le mouvant qui le prolonge. L'océan ne se cherche plus dans la vague, ayant réalisé l'évidence de son immensité. Si l'on transpose une telle compréhension au désir de changer la personnalité et les conditionnements, il apparaît clair que ce désir de changer la personnalité vient aussi de la personnalité. On reste donc dans le cercle fermé de l'ego. Sortir de l'ego, c'est s'éveiller à la réalité d'une conscience qui le contient, contemple et transcende. C'est elle qu'on nomme parfois le témoin silencieux, ou le soi témoin. Habiter cette conscience d'arrière-plan, c'est perdre l'habitude de s'identifier au personnage de l'avant-plan. À partir de cette perspective, la personnalité apparaît comme une expression temporaire de la conscience, son émanation. L'intérêt pour la modifier vous quitte alors, car la beauté qu'elle exprime est en amont d'elle-même. Et toute expression de la beauté que vous êtes en contient son parfum. Le parfum n'est pas la fleur dont il émane. Inutile donc de chercher à le modifier. La fleur, dans sa pleine maturation, va naturellement embaumer, car telle est sa fonction. Il en est de même avec la conscience, dont l'individualité, qui en est son émanation, en contient son parfum. Le parfum d'une chose n'est toutefois pas la chose. Le parfum d'éternité, qui habite une forme limitée, n'en est que son parfum. L'éternité ne se laisse pas enfermer dans une forme, bien qu'elle les habite toutes.